Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre spécial d'Halloween en intelligence artificielle. C'est devenu notre classique, notre spécial horreur en intelligence artificielle. Le concept, il est simple. Je demande à mes collaborateurs et collaboratrices, ils sont deux en studio aujourd'hui, de me raconter leurs histoires d'horreur préférées en intelligence artificielle. Les histoires peuvent être concrètes, là, un programme d'intelligence artificielle qui dérape puis qui vous réveille à 2 heures du matin avec une belle voix creepy comme la mienne. Mais ça peut être aussi là, symbolique. Là, je sais pas, le nombre de... Vous voulez que je vous fasse peur? Là, je vais vous dire le nombre d'heures que j'ai passé sur le podcast IA Café cette année. Là, puis ça va vous faire peur. Vous comprenez le concept? Ça parle d'IA, ça fait peur. Puis peu importe la raison de nous faire peur, c'est ce genre d'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Et pour nous raconter leurs histoires d'horreur préférées, nous sommes 3 autour du feu pour nous raconter les histoires d'horreur préférées. De l'autre côté de l'océan, Shirley Plumerand, juriste en résidence, est avec nous. Comment ça va, Shirley? Salut, ça va et vous? Yes, ça va très bien. Merci d'être avec nous. T'écoutes des films d'horreur, Shirley? L'horreur, est-ce que ça t'intéresse naturellement ou tu fais juste ça dans le cadre d'un spécial d'Halloween? Alors, pas naturellement, mais on en parlait avec une amie il n'y a pas longtemps. Je me suis mise à regarder sur Netflix toute seule, en plus chez moi, le soir, dans le noir, un petit peu des séries, on va dire, d'horreur spéciale Halloween, là, qui tournent en ce moment avant qu'on soit assaillis des films de Noël. Et elle me disait qu'elle ne pourrait pas le faire. Donc, bon, je sais pas, je me suis dit, est-ce que j'ai une petite résistance supplémentaire? Mais bon, après, je me mets pas volontairement dans le mal non plus, hein, mais voilà, c'est sympa, là, le temps pendant 10 jours. Voilà. Ah oui, non, c'est mon temps préféré. Aussi avec nous en studio autour du feu, notre expert ressources humaines, intelligence artificielle, Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Ça va bien toi-même? Yes, des films d'horreur. On se connaît bien, mais des films d'horreur, t'écoutes ça? Pas tant, je suis pas très attiré par l'horreur, non. Des jeux, je savais que t'étais un gamer, mais... Ouais, les jeux plus, peut-être... Des jeux d'horreur? Non, je suis plus action que ça, un petit peu, ouais, quand même, ouais. Ma conjointe... Il y a beaucoup de misère dans le monde, fait que les jeux d'horreur, en plus... Ma femme, quand on joue à des jeux d'horreur, elle se cache derrière la manette, là, c'est jamais très efficace pour se sortir dans un jeu vidéo de se cacher derrière la manette. En tout cas, c'est pas... Moi, horreur, très là-dedans, l'horreur, c'est pas pour rien que je voulais ce spécial-là. C'est un de mes genres préférés. Tout le mois d'octobre, j'essaie de me taper un film d'horreur par soir avec mes garçons j'habitue à l'horreur mes garçons un peu trop tôt peut-être dans leur développement, mais ça me fascine. D'ailleurs, esthétiquement, c'est souvent des films très créatifs qui prennent des risques, puis ça affronte... c'est profond quand même, là, quand on gratte, là, c'est nous. Nos peurs humaines, la peur en intelligence artificielle, c'est quoi? La peur de perdre le contrôle, la peur de l'autre, la peur de la part de monstre en nous. Ça, ce sont mes films préférés. Puis la peur de mourir, évidemment, ça, c'est celle qui est là dans tous les films. Écoutez, on va revenons à nos moutons électriques. On va parler de peur, mais des peurs en intelligence artificielle. Allons-y déjà avec un premier tour d'histoire d'horreur, musique d'ambiance. Commençons avec les histoires de... Tiens, commençons par Fred. Fred, raconte-nous ton histoire d'horreur en intelligence artificielle. Ça ressemble à quoi tes histoires d'horreur? Ben, j'en ai une, en fait, qui touche... 2 histoires d'horreur en même temps, si on veut, mais en fait, c'est l'histoire d'un gars qui a pas peur d'avoir de l'air fou, une fois de temps en temps. Dans le monde de l'intelligence artificielle, on en connaît déjà quelques-uns. On pourrait penser à Elon Musk, mais non, c'est pas ça. C'est un autre, c'est Sam Altman, en fait, le CEO du désormais très bien connu OpenAI, qui possède ChatGPT. Sam Altman a plusieurs projets, dont un qui s'appelle Tools for Humanity, donc des outils pour l'humanité.
De son point de vue, c'est pas vraiment une histoire d'horreur. En fait, c'est plutôt comme lui, il se présente plutôt comme un messie technologique qui va venir pouvoir, qui peut, grâce à ces technologies avancées, résoudre des problèmes sociaux importants auxquels on va faire face dans un avenir plus ou moins lointain. Ben oui, non? Ouais. Puis, Non? ben, je sais pas, en fait, ça reste à déterminer. C'est difficile de voir dans l'avenir, là, mais dans ce cas-ci, c'est difficile de voir dans une boule de cristal. Vous allez comprendre le lien dans quelques secondes. Franchement, pour moi, l'horreur commence déjà. Hein. Ouais, ben, Messie, ça, humanité, enfin, non. ça s'en vient, c'est pas terminé du tout. Mais en fait, je fais juste un petit aparté rapide. Est-ce que vous avez remarqué sur les réseaux sociaux ou sur vos réseaux sociaux préférés qu'il y a vraiment une quantité absolument phénoménale de fausses loutres ou d'animaux qui ont été retravaillés par l'intelligence artificielle, ou de meubles de chambre, ou de véhicules qui contiennent des bibliothèques épouvantables, ou des coussins dans la forme de vos personnages préférés de par exemple, Star Wars ou Star Trek, ou de films d'horreur, qui sont créés, générés par des systèmes comme DALL-E puis Midjourney. Il y en a vraiment une quantité. Ah ben moi, je suis abonné en plus à ces pages-là, donc je suis t'es bombardé de tout ça. Puis en plus, l'algorithme a compris que j'aimais ça un peu. Fait que là, il y en a plein. Hein. Ben, c'est ça. Tu fais partie du problème. Excuse. Voilà. C'est terminé. Ça fait longtemps que je le sais que je faisais partie du problème. Mais en fait, vous avez peut-être l'impression qu'on arrive dans une espèce d'ère du grand flou où faire la distinction entre le synthétique puis l'original devient de plus en plus compliqué. Si vous avez eu l'occasion d'enseigner ou si vous avez utilisé ChatGPT dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de vos études, vous savez ce que ça représente. Fait qu'on tombe devant des textes, devant des images, puis on se sent comme est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, puis etc. Puis ben Sam Altman, dans son génie, dans sa grande clairvoyance, se doute que ça va devenir un problème commun. Puis il part de ce principe-là, il se dit en fait, avant moi, le déluge, mais on était capable de distinguer la machine de l'être humain avec un critère qui permettait de discriminer les deux, qui est l'intelligence. Maintenant, grâce à mes inventions comme ChatGPT, plus ça va, puis moins on est capable de distinguer l'humain de la machine à partir de ce critère-là qui est l'intelligence. Ce qui fait que Sam Altman voit arriver plein de problèmes comme ça dans un futur lointain. Imaginez un peu si on n'est plus capable de faire la distinction entre qui, par exemple, a des droits et qui en a pas, entre une machine et un être humain, entre des textes ou des images, des nouvelles, de l'information générée par une machine ou pas, d'un point de vue d'identification des personnes, des ayants droit, etc. Tout ça pose un problème. Fait que Sam Altman s'est dit, c'est pas vrai que je vais laisser faire ça. Je vais régler les problèmes de tout le monde. Fait que je vais créer une compagnie qui s'appelle Tools for Humanity, qui va créer une espèce de base de données qui va permettre de distinguer les êtres humains des machines. Ça s'appelle Tools for Humanity. Ouais, okay, c'est oui. Tools au pluriel. Mais leur premier outil, ils appellent ça The Orb. Ah oui. Ouais. Puis c'est une boule avec une caméra dedans qui permet de scanner vos données biométriques oculaires. Fait que vous arrivez devant la boule, puis là, vous avez le représentant ou la représentante de Tools for Humanity. Est-ce que tu vois le Mordor quand tu regardes dans la boule? En tout cas, c'est difficile à dire. J'ai pas regardé dedans encore. Je pense pas que je vais regarder dedans non plus. Oh, désolé pour la référence. Okay. Non, mais c'est correct que j'aurais compris. C'est l'œil de Sauron, mais version 2023 ChatGPT. Mais vous regardez dans la boule, puis là, ben, ça va scanner votre œil, en fait, puis ça va dans une base de données qui va permettre de vous distinguer de la machine, un peu comme vous saviez votre pedigree, là, si on veut, qui était retenu à quelque part. Puis cette orbe-là, cette boule-là, en fait, qui sert à faire ça, ben, ils en ont créé quelques centaines qui se promènent un peu partout sur la planète, puis qui vont voir les gens comme ça, un peu comme des représentants de vente quelconque, puis dire est-ce que tu acceptes de te faire scanner l'œil, qu'on prenne tes données biométriques? Si tu as l'air d'avoir plus que 18 ans ou l'air d'avoir mature, c'est suffisant. On n'a pas besoin de contrôler ton identité plus que ça. Ça va dans nos bases de données. Puis dans l'avenir, quand tu vas vouloir faire affaire avec une institution gouvernementale ou financière, bancaire, ben tu pourras toujours payer ta cote-part pour avoir accès à ton identifiant oculaire comme celui-là. Puis en échange, puis c'est là qui est toute la beauté de l'affaire, puis on voit le génie vraiment de Sam Altman. En échange, on va te donner une partie du Bitcoin qui est donc de la crypto-monnaie qui est créée par Sam Altman, qui s'appelle le WorldCoin, qui est fait pour résoudre les problèmes d'accès aux services bancaires mondial, puis aussi d'assurer un revenu de base garanti à l'ensemble de la population mondiale lorsque ces systèmes d'intelligence artificielle vont avoir pu automatiser l'ensemble des activités de l'être humain. On s'attend à un chômage technologique, tout ça.
Ce qui fait que vous pouvez faire deux choses grâce à la boule. Collecter des données biométriques qui sont des identifiants uniques pour chacun des êtres humains et des êtres humaines qui vont avoir passé par là. Et en même temps, recevoir une espèce de petit pécule sous la forme d'un nombre hexadécimal qui va devenir une crypto-monnaie que vous allez pouvoir utiliser pour faire des échanges dans le monde de la crypto-monnaie, de cette façon-là. Fait que Sam Altman, comme ça, il crée un monde où il y a une compagnie Mais ça, privée. il vend ça, là? Il vend des... Non, il l'offre gratuitement, puis en échange, il te donne un peu de crypto-monnaie. Ah, OK. Donc, on donne de la crypto-monnaie en échange de tes données Biométriques. Ouais. biométriques. C'est ça, exact. Ce qui fait qu'on se retrouve On dans donne un monde... cher. Je pense que c'est 20 bitcoins, mais on s'entend que ça vaut absolument rien. Il n'y a pas d'actifs attachés à une crypto-monnaie souvent là, de ce type-là. Là. C'est juste un nombre hexadécimal qui traîne dans un registre quelconque, puis auquel les gens ils font confiance ou pas, puis c'est ça qui détermine sa valeur. Oui. Mais peu importe. Parce que j'ai pas envie de me faire attaquer par les crypto bros puis les crypto 6 de la planète là, dans le moment. Là. Donc ça, c'est son premier outil. Il y a plusieurs tools for humanity, des beaux outils pour l'humanité. Puis un de ces outils-là, c'est un Orbs, une espèce de boule qui prend tes données biométriques. Qui scanne ton œil, littéralement. OK. Puis ce qui est produit par ça, c'est une clé d'identification qui va permettre de déterminer qu'on a bien affaire, par exemple, à Frédéric Plamondon, l'être humain, et non pas à la persona Frédéric Plamondon animée par GPT-8, par exemple. Évidemment, GPT n'a pas d'œil, fait que c'est commode, on ne peut pas le scanner, mais il faut être capable de reconnaître qui est original de qui ne le sera pas pour Sam Altman, puis ça passe par... C'est ça, une saisie des données biométriques, là, notamment par l'empreinte oculaire. Il ne pourrait pas avoir une contre-orbe, je ne sais pas si ça existe, cette expression-là, là, mais un outil, un contre-outil qui permet de tromper le premier outil. Puis... Je ne sais pas comment ils ont pensé ça. C'est un système de sécurité qu'ils ont pensé. Il y a déjà plus de 2 millions de personnes qui ont accepté de se faire scanner. Ça va dans la base de données, évidemment, de OpenAI. Avec ça, croisez votre nom, évidemment, certains éléments d'identification, puis ça, ça lui appartient. Ça appartient à OpenAI. C'est à eux autres de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Fait que, voilà, de mon point de vue, c'est complètement dystopique. J'imagine... Là, c'est le début de la dystopie, en tout cas. Si on avait à écrire un scénario de film d'horreur, on est dans l'acte 1, là, où on comprend, on voit les dangers potentiels. Il n'est pas encore sorti avec son couteau et son masque, là, mais on sent bien que la maison est peut-être hantée. On est dans cet esprit-là. Là. Le potentiel est là, l'information, elle est là, ça pourrait mal tourner. C'est inquiétant de constater qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ou à investir des millions et des milliards de dollars dans ce type de technologie-là, simplement parce que Sam Altman, c'est la dernière saveur du jour dans le leadership technologique dans le monde. C'est vraiment c'est ça, c'est du technosolutionnisme, mais poussé jusqu'à l'absurde, puis qui est un peu malaisant, à dire vrai. Là. Ce qui est intéressant, c'est que ça pose ça tente de répondre à des problèmes qui ont été engendrés par ces mêmes bonds de la technologie. Donc, il crée un problème avec la technologie. Il n'y a pas beaucoup de réflexion en amont, puis on crée un problème, puis on crée une solution pour résoudre le problème. Puis c'est pas rare dans un film d'horreur que la solution pour résoudre le problème peut se retourner contre nous. On est dans ces eaux-là. Là. Shirley, t'allais dire? Ouais, non, mais c'est exactement ça. J'allais dire, c'est vraiment l'art, parce que là, on peut parler d'art d'un point de vue économique, ce qu'il a fait, de proposer de la nouvelle technologie à la fois comme le poison et le remède. Donc, c'est magnifique. Tu vends le poison, tu vends le remède. Comme modèle d'affaires, c'est intéressant. Et je serais vraiment curieuse pour le coup de voir quel genre de paperasse ils ont tendu dans les mains des gens. Paperasse juridique sur un le consentement. Là, on est sûrement loin du formulaire de consentement en recherche. Le consentement, en fait, il est vraiment limité. Il est ad hoc au moment où on présente la bébelle à la personne. Le fait d'avoir l'air mature ou adulte, en fait, selon les pratiques où se trouve la personne qui détient l'orbe, la boule en question, est suffisante pour enregistrer les données biométriques. Ce qui fait que vous soyez mineur, majeur, ça a peu d'importance. L'important, c'est que le consentement soit éclairé, puis éclairé, ça veut dire que la personne a expliqué verbalement ce que l'orbe faisait de manière très claire et très, très nette.
mais c'est très, très peu de choses, là. C'est un consentement qui est vraiment superficiel, là, puis qui laisse pas de trace. Ben oui, c'est pas vrai, il laisse une trace. L'empreinte oculaire, oui, c'est ça. C'est une belle trace, c'est le problème. Fait que c'est ça. C'est vraiment un début de dystopie, puis qu'il y a 2 millions de personnes qui s'emparent de ça, que ça devienne une crypto-monnaie, même si pour le moment, c'est très limité, là, en fait. Là. C'est plus une farce ou du matériel pour faire des mèmes. Mais du reste, il y a quand même des gens qui ont investi là-dedans et qui choisissent de s'investir d'une certaine façon en donnant leurs données biométriques. Les temps sont durs pour nos champions de la technologie. Elon Musk a eu son lot de belles aventures. Puis là, on en ajoute quelques-unes comme ça. On est alerte. Nous autres, on surveille ça. Puis on s'assurera que ça tourne pas à l'horreur. En tout cas, on raconte déjà ce genre d'histoire-là. Donc, Fred, tu avais préparé cette belle histoire-là. C'est vrai que c'est une belle histoire d'horreur. Je pense que tu en avais préparé une autre. Tu en avais une autre à nous raconter. Oui, j'en ai une autre qui est plus anecdotique puis qui est un peu plus drôle, en fait. C'est une compagnie australienne ou néo-zélandaise, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Pack and Save, qui a décidé d'utiliser GPT 3.5 pour créer une application, une interface, là, plus, sur Internet qui permet de faire des recettes vide-frigo. Tu sais, des tout-skis. Ce qui fait que vous allez là, vous entrez dans sa première version. Tu prends une photo de ce qui traîne dans ton frigo, puis ça te crée... Pas besoin de prendre une photo, simplement dire, tiens, il me reste un peu de fromage, du lait, du ketchup et un oignon. Est-ce que tu me proposes une recette avec ça? Puis, évidemment... on pourrait prendre une photo, le demander de traduire. Tu sais, j'essaie d'imaginer on pourrait travailler comme ça si vraiment on voulait se donner du mal, mais... OK, c'est bon. Fais-moi une recette avec du ketchup, un fond de ketchup, puis... en fait, c'était ça le début. C'est ça qu'il était supposé faire. Voici mes restes. Voici ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis, évidemment, ChatGPT étant ce qu'il est, il veut faire plaisir à l'utilisateur ou à l'utilisatrice. Fait qu'il produisait une recette avec vraiment les ingrédients, la quantité, ce qu'il fallait mettre dedans, comment le préparer, puis etc. Ça a pris moins de 10 minutes pour que quelqu'un se dise « Hey, dans mon frigidaire ou autour de mon frigidaire, j'ai aussi du bicarbonate de soude, de l'eau de javel et de la chair humaine. » Et l'outil s'est mis à produire des recettes, comme par exemple, oui, évidemment, comme un sandwich au bicep écrasé ou, par exemple, un cocktail vodka javel, puis ce genre de choses-là. Puis évidemment, les gens se sont mis à travailler avec ça, puis la compagnie Pack and Save a rétro-pédalé en soulignant que dans le Terms of Service de l'outil, c'était spécifié que c'était généré par une intelligence artificielle de manière autonome, évidemment, et que Pack and Save n'était pas responsable de ce qu'on faisait avec. Ce qui fait qu'il y avait une déresponsabilisation absolument patente là, de cette façon. On vous vend quelque chose, si ça fait votre affaire, on prend la responsabilité, mais si ça vire mal, c'est pas de notre faute, c'est juste l'intelligence artificielle qui a mal compris vos prompts. C'est ça, exact. Puis évidemment, ça a donné lieu à plein de recettes aussi loufoques et dégueulasses les unes que les autres. Puis ça a été repris, ça, cette espèce des histoires d'horreur autour de l'intelligence générative, comme quoi on leur fait un peu trop confiance. Microsoft s'est aussi fait prendre au jeu sur son site MSN, touriste, parce qu'ils ont utilisé le même moteur, le même générateur de texte, si on veut, pour générer des nouvelles qui parlent aux touristes qui veulent visiter la ville d'Ottawa. Dans la ville d'Ottawa, il y a une banque alimentaire qui est très importante, là, qui offre un service absolument nécessaire aux Ottaviens, aux Ottaviennes qui le désirent. Puis, le système d'intelligence artificielle qui génère le texte en question a cru bon de dire parmi les 10 choses à voir à Ottawa, en plus du Parlement et du Canal Rideau, il y a une banque alimentaire. Vous allez pouvoir y constater toutes les effets. Comment il a fait pour arriver à ce constat-là que c'était l'endroit à visiter? Il a pris probablement un paquet de documents où il y avait un accès en ligne, ou je ne sais pas exactement. C'est quoi les données? Mais il a généré ça en disant aux gens que vous allez pouvoir constater les effets de la misère humaine sur le potentiel de développement des êtres humains. Puis, by the way, allez-y donc le ventre vide. Et puis j'invente même pas. Là. Il a vraiment fait un genre d'humour de cette façon-là. Ah oui, il y a de l'humour, c'est ça. Ça a été retiré évidemment rapidement, mais malheureusement, ça a été retiré après que ça ait attiré l'attention de certains technocritiques, comme ici, avec le café. Vraiment intéressant. Je sais pas comment ils ont fait pour arriver. C'est quoi? Il a peut-être regardé calculer la longueur de la file sur des images de Google Maps pour voir la longueur de la file devant cette espèce de bâtiment-là. Pourquoi qu'on
qui finit par comprendre que c'est un endroit que les touristes veulent aller voir. Parce qu'il n'y a aucune compréhension humaine derrière ça. Il fait juste gager sur le prochain mot, ce qui fait qu'on ne sait pas trop. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que c'est Microsoft, c'est une compagnie technologique, puis on dirait que même à l'interne, ils ont été comme victimes d'une stupidité fonctionnelle, là. C'est-à-dire qu'on est dans nos pratiques usuelles puis ordinaires, puis on questionne plus ce qu'on fait. Alors que ça prend vraiment pas quelqu'un avec une longue expertise en IA pour comprendre que dans ce genre de pratique-là, il aurait dû avoir une intervention humaine qui prend minimalement le temps de lire la nouvelle puis de valider le contenu. Je veux dire, ça leur aurait coûté probablement moins cher de faire en sorte que des êtres humains valident la nouvelle que de payer les coûts qui sont reliés aux coûts réputationnels pour Microsoft de faire du tourisme de la misère. C'est quand même étonnant là, devenant de MSN, même si ça c'est pas resté longtemps en ligne. Fait que moi, ce qui m'inquiète, c'est ça envoie un signal sur les pratiques organisationnelles entourant l'intelligence artificielle, qui est dans beaucoup de cas, qui est juste tourné vers de la performance puis de l'efficience, la performance organisationnelle puis de l'efficience, au détriment des conclusions, en se disant que, bon, c'est pas grave, on va pouvoir rétro-pédaler puis enlever ça très rapidement quand ça va être vu. Puis c'est ça qui est un peu inquiétant, parce que là, c'est l'histoire d'horreur de fond, en fait, de ce que je suis en train de dire, c'est que toutes ces compagnies-là ont remplacé souvent leurs experts en éthique par des ingénieurs qui sont là pour gérer des problèmes technologiques, pour répondre à des problèmes, pour résoudre des problèmes d'alignement qui ont peu à voir avec les valeurs sociales, qui ont peu à voir avec les pratiques réelles, avec les cultures puis ce genre de choses-là. Puis ça fait glisser l'éthique de l'IA dans le domaine de l'ingénierie. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiétait dans les 3 histoires que je viens de vous présenter là. Vraiment, celle-là a fait peur. Celle-là, c'est sûr que ça me touche. Excellent, Fred. Merci de ces belles histoires d'horreur. Ça en fait des très belles. Je suis sûr que les gens vont les raconter autour d'eux. Une belle attraction touristique à Québec. Venez voir ça. Ouais, ben là, c'était à Toronto. Je suis sûr qu'il y en a partout ailleurs. Là, à Québec, là, c'était à Ottawa. Bon. Ouais. Voilà. Ça s'appelait... C'était quoi l'outil en question? C'était MSN. C'était sur le site de MSN voilà. Travel, je pense. C'est ça. Mais la nouvelle a été retirée depuis le temps. Je pense que vous allez pouvoir trouver ça sur un site qui s'appelle 404, qui a un nom tout à fait approprié pour ce genre de nouvelle-là. Et sur le site assez bien connu de Ars Technica, je crois qu'ils en ont gardé des traces. Excellent. Merci, Fred. D'ailleurs, je vais en profiter pour te laisser râler. T'es franchement bien occupé aujourd'hui. Merci pour tes belles histoires de l'heure. Oui, on va être à l'heure. De l'heure et d'horreur. Puis on se revoit au prochain épisode. Fred, je vais continuer l'épisode avec Shirley. Salut tout le monde. Salut Fred. On va continuer avec les histoires d'horreur proposées par Shirley Plumerand cette semaine. Shirley, qu'est-ce que tu nous as réservé cette semaine comme histoire d'horreur? Alors, j'ai 2 histoires d'horreur. La deuxième, elle va rebondir un petit peu sur ce que nous a présenté Fred, donc ce sera très bien, mais je me la garde pour après. La toute première histoire que j'ai à vous raconter, c'est un peu de l'horreur symbolique, on va dire ça comme ça. Tout le monde connaît les filtres sur les réseaux sociaux, type Snapchat, TikTok, avec quand vous vous prenez en vidéo avec des oreilles de chien, des voix trafiquées, tout ça. Bon, tout le monde s'est un peu amusé avec ça, hein. On a commencé à s'en inquiéter quand même de ces filtres quand ils ont commencé à proposer des versions améliorées de nous, avec un grain de peau lissé, une morphologie de visage modifiée, quand on a commencé à avoir des nez plus petits, retroussés, des formes de nos yeux différentes. Des yeux un peu plus grands. Voilà, des types presque un petit peu dessin animé, mais... il y en a qui ont un esthétisme se transforme de plus en plus en manga, tranquillement, mais sûrement. Voilà, exactement, les lèvres pulpées et avec des degrés différents de perception, en fait, enfin, comment dire, où ça vient modifier plus ou moins votre visage, et au fur et à mesure, on s'habitue à ces morphologies qui sont différentes d'une morphologie humaine, et ça vient créer tout un tas de problèmes. C'est un fort impact, ça a été étudié comme... Et dénoncé comme ayant un fort impact sur notre santé mentale, potentiellement. Et d'ailleurs, il y a des chiffres alarmants depuis 2019, si j'ai bonne mémoire. La proportion des jeunes de 18-34 ans
a dépassé les 50-60 ans pour les demandes de chirurgie esthétique, avec des demandes où les personnes viennent en disant, avec une photo Snapchat ou ce genre de choses, avec le filtre appliqué, en disant, bah voilà, je veux ça, mais dans la vraie vie. J'aimerais ça ressembler plus à ça, là. Ouais, exactement. Et là où l'horreur, elle vient se loger, je trouve, c'est que ces filtres-là, ils sont en train de quitter, enfin, ils quittent pas le monde du divertissement à travers les réseaux sociaux, ils sont toujours là, mais ils viennent investir le monde professionnel, puisque Google Meet propose des filtres beauté avec une option retouche portrait pour effacer vos cernes, blanchir vos yeux un petit peu rouges, lisser légèrement votre grain de peau, supprimer vos rides. Voilà, donc c'est génial. Avec 2 niveaux, un niveau mode subtil et un autre en mode lissage, genre vraiment, là vous êtes très fatigué, il faut faire quelque chose. Ravalement de façade, bam. Donc, wow. Et je trouve ça hyper alarmant, hyper problématique que ça vienne comme ça dans le monde professionnel. Ça pose tellement d'enjeux, de soucis que j'aurais peine à les lister là. On peut en discuter un petit peu, mais c'est tellement problématique, je trouve. Et surtout quand on voit ce qui est déjà fait avec les réseaux sociaux, je pense à un filtre en particulier c'est sur TikTok, qui a fait un petit peu parler de lui, un algorithme d'intelligence artificielle qui était incroyable. En fait, il n'était pas nouveau, mais en fait, qu'il soit devenu aussi accessible via TikTok, c'est là que que ça a tout changé. Un filtre, alors je sais plus comment il s'appelle. Il y a un nom en plus, ce filtre-là. Là. Oui, Bold Glamour, un truc comme ça, je crois. Qui vraiment qui accentue en fait, enfin qui vient changer votre visage. Sur quelle plateforme tu disais? Sur TikTok. Sur TikTok, ouais. Et c'est pas un filtre où ça vient se rajouter sur vous et dès que vous bougez, vous voyez le décalage, ça colle pas bien. Non, ça vient se mélanger à vos traits du visage et même quand vous vous amusez à tirer la peau, etc., ça vient suivre complètement. Donc là, on se rend compte à quel point avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, on peut dériver sur cette pente très glissante de ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je trouve qu'ajouter ça dans le monde professionnel, c'est particulièrement problématique. Oui, sur TikTok, on peut s'en attendre. Je ne sais pas la première fois qu'on sort des petits problèmes avec TikTok, mais sur des plateformes professionnelles, d'ajouter cette couche-là au sens propre et figuré, ça peut être plus problématique. Voilà, donc une horreur symbolique, mais qui, je trouve, devrait nous inquiéter un petit peu pour la suite. Tout à fait, c'est intéressant. Ça parle de nos peurs aussi. Oui, un peu. Vraiment, Fred, la peur de voir l'industrie piller les données biométriques. De ton côté, la peur du deepfake lié à l'apparence. Moi, de mon côté, tiens, je vais vous en raconter une histoire d'horreur. Pour moi, c'est une histoire qu'on m'a racontée. C'est une histoire, et celle qui m'a raconté cette histoire-là, elle s'appelle Sacha Lucchini, je vais le prononcer comme ça. Pendant ses études doctorales, Sacha s'est rendu compte que dans le sous-sol, caché dans l'ombre, dans le noir, se cachaient des bêtes monstrueuses, de plus en plus grosses, et qui bouffaient la planète. Puis là, je pense que je vais lâcher le ton. Là. Je pense que vous avez compris que c'est un peu symbolique ce que je veux vous raconter. Mais t'es super doué pour raconter les histoires. Oui, vraiment. Non, il manque c'est juste beaucoup plus sympa comme ça. Puis, je fais référence aux travaux au rapport publié par l'Institut canadien de recherche avancée, l'ICRA. ICRA. Ça a été publié en septembre, rédigé par Sacha Lucchini, qui est une chercheure de plus en plus vedette, Sacha, là, sur l'intelligence artificielle, mais elle, c'est sur les enjeux environnementaux de l'intelligence artificielle. Le rapport, il est intitulé « Vers l'évaluation et l'atténuation de l'impact
environnementale des grands modèles de langage. Donc voilà, on dirait que ça cible les peurs. Moi, c'est la peur environnementale, l'anxiété environnementale qui m'a accroché. Vous irez lire ce beau rapport, c'est pas un rapport plate, là, c'est un rapport synthétique, vulgarisé, fort joli, avec des tableaux. Moi, j'aime bien ça. Puis des schémas, puis on compare dans le fond les dépenses énergétiques, puis l'empreinte carbone des plus gros LLM, là, donc le BERT de Google, le GPT, ChatGPT d'OpenAI, Megatron de NVIDIA, le Turing, ils ont tous des titres intéressants, le Turing NLG de Microsoft, Elmo de Alien Institute et le fameux Bloom de Big Science. Les monstres sont de plus en plus gros et ils ont faim. Le Bloom de Big Science, dans l'article, on parle de 176 milliards de paramètres. Il a été entraîné avec des chiffres qui sont mirobolants. 1,6 téraoctets de données, 46 langues naturelles, 13 langues de programmation. Il a été entraîné pendant 3 mois sur plus de 1000 GPU, ce qui représente, dans l'article, on parlait d'1 million d'heures. 1 million d'heures de calcul de GPU. Donc, ils sont gros, ils ont de plus en plus faim, puis ils consomment de plus en plus, et tout au long de leur cycle de vie d'ailleurs, donc que ce soit de l'extraction des matières premières, vous le savez, vous connaissez la chaîne, là. Extraction des matières premières, fabrication du matériel, des équipements, entraînement du modèle, déploiement du modèle jusqu'à son élimination dans les déchets ou via le recyclage. Donc, des monstres, c'est ça mon parallèle, des monstres informatiques qui ont de plus en plus faim, qui consomment de plus en plus, puis qui menacent notre planète. Puis le rapport fait aussi, c'est une histoire d'horreur, mais il faut que ça finisse bien, mes histoires d'horreur. Le rapport pointe aussi vers une liste de recommandations pour poursuivre. Comment faire pour poursuivre tout ça? Parce que je pense que c'est un des objectifs aussi, là, d'essayer d'épauler, d'accompagner ce champ du développement-là pour qu'il puisse continuer de se développer, mais de façon responsable. Donc, dans le rapport, il y a 6 recommandations pour lutter contre la bête. Il y a 6 recommandations. La première, créer des normes, créer un cadre là, pour évaluer, rendre compte, dans le fond, de l'empreinte carbone. Ça nous prend un cadre, des normes pour mesurer tout ça. La deuxième, développer des outils pour estimer avec précision la consommation d'énergie. On manque d'outils. Oui, on manque d'outils, mais pas juste d'un orbe, là. On manque d'outils pour mesurer efficacement et avec précision la consommation énergétique de ces beaux modèles-là. Troisième recommandation, produire des rapports justement sur l'impact environnemental de ces gros systèmes, que les compagnies soient capables de produire des rapports, qu'ils les publient, qu'ils les rendent publics. Créer une certification. Quatrième, créer une certification pour des modèles d'IA. Peut-être une certification, je ne sais pas moi, ISO 9292, tiens, j'invente ça au fur et à mesure, là, mais qui permettrait de valider la pertinence environnementale de ces modèles d'IA. 5, entraîner des modèles à plus faible empreinte. Ben oui, réduire, ça pourrait être une bonne idée aussi. Puis développer des ressources en énergie qui sont renouvelables, tant qu'à puiser l'énergie, aussi bien que cette énergie-là soit renouvelable. Donc, une belle histoire d'horreur, puis des outils, des armes pour combattre ces bêtes. Puis vous trouverez le rapport. Le rapport, encore une fois, s'intitule « Vers l'évaluation et l'atténuation de l'impact environnemental des grands modèles de langage », de langue plutôt. D'ailleurs, je vous invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, on a fait un dossier dans le même esprit, notre dossier environnement d'IA Café, c'était les épisodes 62, 63, 64, avec le passage de Anne-Laure Ligoza, qui était passée avec nous pour nous expliquer tout ça, le coût environnemental de l'intelligence artificielle, et c'était intitulé « Le coût environnemental et le silence
déraisonnable du monde. Ça ferait un beau titre de film d'horreur aussi. C'était les épisodes 62, 63, 64, si le cœur et l'esprit vous en dit. Ajoutons une autre couche d'horreur, dernière histoire. Allons dans le sous-sol, dans le noir, avec Shirley. Quelle autre histoire d'horreur as-tu à nous raconter? Alors, j'ai une histoire d'horreur que je garde depuis 1 an, en fait. Oui. Pour te dire, je l'avais l'année dernière. Tu savais qu'il y avait spécial qui s'en venait, là, on la met de côté, puis celle-là, je vais la raconter. Et en fait, la saison s'est passée sans que cette affaire-là ne soit évoquée ni par les uns ni par les autres. Et je l'avais sous le coude. J'ai mon histoire, il n'y a personne qui en parle en plus. Ah ouais, non, mais j'espère ne pas me tromper et qu'on n'en a pas parlé, hein, parce que vraiment, moi, en tout cas, elle m'a profondément choquée. Mais j'ai revu, je suis allée retourner voir dans les notes de podcast avec les différents épisodes. Je me suis dit, mais non, on n'en a pas parlé, c'est trop bizarre. Mais même moi, des fois, j'oublie ce que j'ai dit, puis je le répète dans les épisodes. Ça n'a aucun sens. Là, quand on se perd écouter, là, on n'aime pas ça. Ah oui, non. Oui, non, parce que bon, évidemment, je passe pas des heures à me réécouter, donc j'espère vraiment... J'espère sincèrement que je l'ai pas déjà raconté, mais je ne crois pas. Et en fait, elle m'a profondément choquée et je me suis dit, mais c'est pas possible, celle-là, il faut que je la ressorte. Et parfait, Halloween arrive. Très bien, c'est parti. Et là, c'est une histoire d'horreur. Pour le coup, on n'est pas dans le symbolique, c'est très, très concret. Est-ce que, Jean-François, j'ai parlé l'année dernière du scandale des allocations familiales aux Pays-Bas? Ça ne te dit rien? Ben là, ça me dit rien, mais tu sais, c'est catch-22. Là. Si ça me dit rien, puis on en a parlé... Bon. Je vais continuer, tu m'arrêtes si jamais. Je pense pas. Raconte-moi. On aime ça aussi, les histoires. Disons que tu l'as déjà raconté. Ouais. Raconte-nous cette histoire. Bon, Charlie. De nouveau. Du coup, c'est une histoire d'utilisation d'algorithmes par, du coup, les services publics des Pays-Bas, qui utilisait donc cet algorithme pour définir des profils de risque de personnes souhaitant bénéficier d'allocations familiales. Et donc cet algorithme que l'administration fiscale, du coup, alors j'avoue ne pas savoir si ce sont eux qui l'ont développé ou si ils ont fait appel à une entreprise extérieure qui a fourni le produit. J'avoue, je ne sais pas. Mais le fait est que un rapport d'Amnesty International a montré que des critères qui étaient utilisés relevaient du profilage racial. Ils ont été intégrés pour l'élaboration de ce système algorithmique pour déterminer en fait si des demandes d'allocation familiale devaient être considérées comme erronées, potentiellement frauduleuses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment eu donc un profilage racial assez important. La conséquence, c'est qu'il y a eu des dizaines... Comment que l'algorithme faisait pour faire le tri d'après les noms? D'après les noms, les consonances des noms notamment, ou les doubles nationalités. Mais rien que les consonances de noms, enfin, c'est... Bref. Et les conséquences étaient vraiment, mais catastrophiques, dignes, mais enfin, c'était au-delà d'un film d'horreur. Parce que ça a duré sur plusieurs années. Il y a des dizaines de milliers de familles qui ont été vraiment, mais plongées dans la pauvreté ou déchirées, parce qu'il y a des personnes qui ont perdu beaucoup de familles qui ont perdu leur logement, des enfants qui ont été retirés, et qui ont été placés, et en face d'eux, ils avaient une administration qui a énormément tardé, ne serait-ce qu'à répondre aux demandes de vérification. Et c'est là où je fais un petit peu le pont avec ce que disait Fred tout à l'heure. Et c'était vraiment, ça a duré sur des années pour venir faire la lumière sur des accusations à tort de fraude. Donc j'ai trouvé ça vraiment terrible, et il faut savoir quand même que le pays... Y a des compagnies qui sont nommées là-dedans, qui sont... J'avoue, je sais plus, mais par contre, le gouvernement du Pays-Bas a publiquement reconnu du coup le profilage racial. Donc voilà, ça a fait tomber le gouvernement. Donc, ensuite, il y a une reconnaissance. L'outil mobilise l'intelligence artificielle. Il y a du profilage racial. Ouais. Puis, il y en a qui font des plaintes. Le gouvernement en place prend du temps à traiter les plaintes, retarde le processus. Vraiment beaucoup trop.
Voilà. Et du coup, je trouvais ça intéressant et d'autant plus à le mettre en lumière puisque aujourd'hui, alors c'est le cas, je regardais un petit peu côté Québec, mais c'est le cas aussi en France. On a cette tendance, cet empressement, je vais presque parler d'empressement, à venir à vouloir automatiser des prestations de services publics aujourd'hui avec vraiment une politique et puis une stratégie orientée là-dessus. Et cette automatisation, sans qu'elle soit un minimum encadrée, sans qu'il y ait des vérifications humaines, sans qu'en fait il y ait juste Moi, ce que j'aimerais, c'est juste d'avoir accès à un document simple, clair, qui est mis devant où que vous cliquez, qui ait ces informations en première page, qui va venir définir la politique, la philosophie qu'il y a derrière tous ces algorithmes qui vont venir automatiser des choses. Parce que ce que j'ai vu passer... Vous soumettez votre CV ou vous soumettez une demande. Attention, le système va être traité par un système d'intelligence artificielle. Voilà, déjà ça se peut que ça informé. engendre des erreurs. S'il y a des erreurs, veuillez communiquer à tel endroit. Exactement, et qui est vraiment quelque chose, un processus qui soit mis en place et pas juste une communication autour de vraiment, vous allez voir, on va traiter beaucoup plus vite vos demandes. D'ailleurs, on a cet objectif de traiter chaque mois 1 million de demandes, etc. On va atteindre ça. Oui, ok, c'est génial si j'ai mon permis plus tôt, mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de prestations de services publics où ça peut être touchy, un peu comme aux Pays-Bas avec les demandes d'allocation familiale. S'il n'y a pas derrière toute une philosophie, toute une stratégie qui est également mise en place et qui est visible, qui est établie, sachant qu'on a des précédents. Enfin, rien qu'en France, je repense à tout ce qui est admission post-bac, Parcoursup, pour tous les jeunes issus des lycées qui partaient en études supérieures, qui d'un coup voyaient leurs demandes, ils étaient répartis via un algo. On a des précédents en plus, donc est-ce qu'on pourrait mettre aussi l'accent au-delà de l'efficacité de l'automatisation? Est-ce qu'on pourrait mettre l'accent pour ne pas tomber dans l'horreur sur justement une éthique autour de tout avoir ça. des humains qui la portent, cette éthique-là. On parle de human in the loop, là, avoir des personnes humaines dans la boucle qui soient là pour valider, répondre, être responsable, c'est ce que ça veut dire, là, répondre de tout ça si ça tourne mal. Parce que c'est sûr, si ça va bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde disait, on est-tu bon, on traite tel nombre de millions de données, puis de demandes par année, puis on est efficace, mais si ça va pas mal, si ça va mal plutôt, si ça tourne mal, c'est pas notre faute, c'est l'intelligence artificielle qui était derrière. Ça prend quelqu'un qui prend le blâme et le mérite là, derrière tout ça, puis qui filtre. Vas-y, Charlie. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. En fait, je trouve que déjà, ça déresponsabilise énormément, il y a ces sources de cafouillage. Et surtout, je trouve que on a trop cette tendance à vouloir absolument remplacer des interventions humaines alors qu'on pourrait les sublimer. J'ai pas d'autres mots. Est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres stratégies autour de l'utilisation de ces algorithmes d'intelligence artificielle, quels qu'ils soient, qui serait plutôt de chercher une collaboration, une sublimation avec l'intervention humaine, plutôt que absolument vouloir nous remplacer. C'est tout. Oui, je pense qu'il y a une belle leçon à avoir ça revient souvent dans les pistes de solutions. Là. Le but, c'est pas de tasser la technologie, mais de s'assurer qu'elle est accompagnée, qu'il y a des humains qui en prennent la responsabilité, qui s'assurent que ce soit traité, validé à la fin, que les résultats, comme tantôt on disait, s'il y a une erreur, ça arrive une erreur. Et s'il y a une erreur, à qui s'adresser? Il faut s'adresser rapidement. Il ne faudrait pas que ça crée des injustices. Je pense que ceux qui conçoivent ça, je pense pas qu'ils veulent créer des injustices. Là, mais là, justement, en éthique, les erreurs puis les inconduites sont souvent peuplées de personnes qui voulaient bien faire. Là. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Belle histoire d'horreur, Shirley. Puis ça revient aux histoires de Fred aussi, où on doit avoir là aussi quelqu'un dans la boucle pour valider tout ça. Écoutez, ce sera tout pour cette semaine. Un petit épisode un peu plus court. Pourquoi pas, nous aussi,
faut s'amuser aussi. C'est l'Halloween. On a des parties de prévues. Là. Écoutez, on peut pas. C'est tout pour cette semaine. C'est toujours amusant de préparer. Shirley en a parlé. Là. On se prépare à l'avance. On se met des petites histoires de côté. Nous autres aussi, c'est le fun. Là. Quand on sent l'Halloween s'en vient, on se dit « Ah là, on va s'en mettre une couple d'histoires d'horreur, puis on va se raconter ça. » Puis je pense qu'il faut le prendre au deuxième degré aussi, même si on n'est pas anti-technologie, mais des fois, il y a des histoires qui nous font hérisser les poils un peu plus durement. D'où se donner un exutoire une fois par année dans ce collectif et cette collection plutôt d'histoires d'horreur dans notre spécial d'Halloween. Écoutez, avant de conclure, j'ai une dernière histoire d'horreur qui risque de vous faire vraiment peur. Préparez-vous. Celle-là, oui, cette histoire-là va vous faire lever les poils sur les bras. Écoutez, j'ai vu sur le site du podcast IA Café, j'ai vu aussi dans les notes d'épisode que si vous appuyez sur le bouton là, en bas de l'épisode, vous allez pouvoir soutenir financièrement le podcast d'IA Café. Hein? Je vous l'avais dit là, que j'allais vous faire peur. Hein? Non, désolé du faux suspense, mais notre hébergeur nous a offert cette... en fait, quand le nombre d'abonnés là, s'accroît, à un moment donné, il t'offre de monétiser tout ça. Puis, j'ai activé le bouton. Donc, si ça vous tente de faire une petite contribution, si ça vous tente de contribuer à votre manière à cette belle communauté IA en français, il y a un petit bouton, c'est tout en bas, là, ou sur le site du podcast. Ce sera notre petit bonbon d'Halloween. Puis le but, c'est pas de s'enrichir, évidemment, avec tout ça. On est loin de s'enrichir avec tout ça, je vous dirais, mais peut-être d'ailleurs, tout ce s'il y a des dons, tout va être réinvesti, évidemment, dans le podcast. Mais le but, c'est de payer un peu les frais usuels, justement comme les frais d'hébergeur. Là, puis ça nous donnerait, évidemment, un coup de main. D'ailleurs, si certains de nos petits rêveurs moutons et petites rêveuses de moutons électriques les plus généreux, engagés, passionnés, évidemment, seront invités, pourquoi pas, ou remerciés, qu'auront la chance de participer un jour au podcast, rencontrer notre équipe et peut-être nous raconter eux aussi ou elles aussi leurs propres histoires d'horreur. Je suis sûr que vous en avez aussi en tête. Donc, un petit bouton, j'ai ajouté ça. Puis, il y en a plusieurs qui voulaient nous encourager d'une quelconque façon. Quand je croise des gens ou dans les échanges, ça arrive souvent qu'on me mentionne. Maintenant, c'est possible. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur avec tout ça. Mais c'est ce que je voulais vous transmettre aussi comme information. C'est tout donc pour cet épisode. Merci à Frédéric Plamondon qui a dû nous quitter en cours de route et merci à Shirley Plumerand. Merci Shirley. Merci à toi. Et à vous, merci encore, chers auditeurs, auditrices. Je le dis, je le répète, notre auditoire, il est le plus intelligent du App Store. J'espère qu'on vous a pas trop fait peur aujourd'hui. Allez profiter des couleurs d'automne, on voit ça dehors, l'hiver s'en vient et la crainte d'un nouvel hiver a toujours quelque chose d'encore plus inquiétant. Moi, je suis pas capable de faire quelque chose comme ça. Ben, écoutez, on se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.